confinement, la majorité des profs qui se sont mis à la visio ont subi la visio. C'est-à-dire que psychologiquement, ils n'avaient pas envie de faire de la visio. Ils étaient là en outil de reposement. C'est inhumain de passer entre 9 et 10 heures face à un écran pour enseigner de la musique, mais même pas que de la musique, c'est tout simplement pas possible. Il faut changer cette image-là. Enseigner en ligne, ce n'est pas faire que de visioconférence, ce n'est pas faire de présentiel à distance. Le plus important, c'est pas que ce soit en ligne, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel ou autre. Le plus important dans le travail de l'instrument, c'est la pratique de l'instrument. Pour qu'un enseignement en ligne soit efficace, et notamment l'enseignement de la musique, il y a 3 piliers à respecter. La visioconférence, pour moi, ça fait partie du pilier numéro 2. Je suis en train de me dire que l'apprentissage en ligne serait plus efficace encore que d'apprendre en présentiel. Si vraiment on maîtrise cet outil-là et qu'on se donne le droit de tester des choses, oui, ça peut devenir beaucoup plus efficace. Bonjour Fabien. Bonjour Cédric. Bienvenue dans ce nouveau podcast Zik School, le 6e du nom. Et oui déjà. Et ouais, déjà, on va parler aujourd'hui de la visioconférence et de l'expérience autour de la visioconférence dans l'enseignement de la musique en ligne. Alors, large sujet parce que quand on pense à enseignement en ligne en tant que prof de musique, le premier truc auquel on pense, c'est à cette expérience traumatisante de la visioconférence lors du confinement et lors de cette fâcheuse épidémie de Covid. Donc on va pouvoir débattre là-dessus. On va juste rappeler avant où est-ce qu'on peut nous retrouver pour nos podcasts. Donc on a sur notre chaîne YouTube où on peut voir les vidéos de grosse qualité pour notre podcast et vous pouvez commenter, intervenir pour échanger avec nous. Sur toutes les plateformes de podcast aussi où on vous invite à nous laisser un 5 étoiles. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur le site Zik School afin d'être notifié toutes les semaines des nouvelles sorties et puis pouvoir entrer en contact avec nous pour votre projet de création d'école de musique en ligne. Exactement, tu as tout. Il n'y a plus qu'à. Alors, la visioconférence pour l'enseignement de la musique en ligne. Déjà, moi, la première question que je voudrais te poser, c'est toi, quand tu enseignes la musique en ligne, est-ce que tu utilises la visioconférence ? Alors ça m'est arrivé de l'utiliser, c'est pas le seul outil, mais je l'ai utilisé. Et effectivement, on peut vite avoir des expériences désagréables si on n'a pas toutes les billes pour bien s'en servir. Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs le retour qu'on peut avoir de beaucoup d'enseignants, c'est que enseigner la musique à travers une visioconférence, c'est inutile parce qu'on n'entend rien, on ne voit pas grand-chose, on a du mal à corriger les élèves. Toi, quand tu utilises cet outil-là, est-ce que tu as cette expérience-là ? L'expérience que de ne pas entendre, etc. Ouais. Alors, je l'ai eu avant jusqu'à comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect purement technique pour que ça puisse bien se passer. Et puis, il y a un aspect organisationnel qui est de dire je vais peut-être construire mon cours différemment. Je vais construire l'expérience différemment de si je le faisais en présentiel. Et je vais peut-être, et ça va être abordé aujourd'hui, aborder mon cours autrement que en focalisant tout sur la visio et sur en fait de répliquer ce qu'on fait en présentiel mais en ligne. Sur la visio, ça n'a pas de sens. Mais exactement, et c'est souvent ce que je dis, c'est que enseigner en ligne, ce n'est pas du présentiel à distance. Je le répète, enseigner en ligne, ce n'est pas du présentiel à distance, parce que c'est l'expérience que la grande majorité des professeurs de musique ont vécu, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit ce qu'ils faisaient au sein de leur cours, dans leur salle, au travers d'un écran, et forcément que l'expérience n'est pas grandissime, n'est pas super, donc il faut bien adapter certaines choses, et donc on va essayer d'en parler aujourd'hui. Alors, visioconférence, déjà si on parle d'outils, parce que c'est peut-être la première question qu'on va avoir de nos auditeurs, ok, mais quelle visioconférence ? Il existe tellement d'outils de visioconférence, Zoom, Skype, et j'en passe, Google Meet, voilà. Est-ce qu'il y a un meilleur outil que les autres, selon toi ? Alors selon moi, je trouve que Zoom, pour ne pas le citer, est au-dessus du lot parce qu'il a su surfer sur les demandes des gens. Je le trouve bien plus pertinent, en tout cas pour les musiciens, que même Google Meet ou pire Skype. Je savais même pas déjà que ça existait encore Skype. Ah ouais ? Parce que historiquement, un des premiers justement, ça a été Skype sur ces aspects-là.
Et tu as raison, Zoom a beaucoup surfé sur la vague au moment du confinement et a sorti pas mal de fonctionnalités qui te permet déjà de base d'avoir des réglages qui, même sans avoir du matériel de haute qualité pour avoir des échanges très 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 qualitatifs, permettent déjà d'avoir des échanges avec une bonne qualité sonore. Et majoritairement, en tout cas pour les élèves que nous on accueille en formation sur Zschool pour les aider à créer leur activité en ligne autour de l'enseignement musical, eh ben, on constate que déjà les paramètres de base de Zoom sont restés et qu'ils n'ont pas mis en place les 2-3 petits réglages nécessaires de façon à ce que l'échange sonore soit déjà de meilleure qualité. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, moi, le premier sujet que j'aimerais évoquer dans ce podcast, et c'est une question que je vais nous poser un peu à tous les deux, c'est, on a parlé des solutions techniques qui existaient, et comment on fait, et souvent c'est une question qu'on me pose, comment on fait pour surmonter les problèmes de qualité sonore en visioconférence, qui sont, on comprend, si cruciaux quand on enseigne la musique en ligne. En fait, il y a deux problématiques techniques sur les outils de visio. La première, c'est qu'en fait, il faut se dire que Zoom ou les autres, ils sont là pour optimiser l'échange, qui à la base ne sont pas forcément des échanges musicaux, il n'y a pas besoin de forcément de finesse. L'objectif, c'est surtout de pouvoir entendre l'autre. Et du coup, ça filtre énormément et ça a tendance à couper. Notamment, c'est fait pour que le son de la voix humaine, les fréquences de la voix humaine passent bien. Et donc, du coup, tout ce qui sort de ces fréquences a tendance à être coupé, et donc ça sature. Ça, déjà, c'est un premier truc. Et puis, en plus, le son, de manière basique, a tendance à être compressé. Donc, il n'y a pas de nuance si on le règle mal. Ce qui est piano devient fort, ce qui est fort reste fort. Et donc, si on veut travailler, par exemple, sur les nuances, par exemple, sur le violon, ben, ça devient compliqué si on n'a pas les bons réglages. Ouais, c'est exactement cette problématique-là à laquelle ont été confrontés l'ensemble des professeurs qui ont utilisé cet outil-là pour enseigner la musique. Il y a une fonctionnalité qu'il suffit d'activer au sein des réglages qui te permet justement d'enlever ces filtres qui compressent la voix, qui permettent justement d'isoler la parole. C'est bien pour des échanges conventionnels one-to-one, mais dès qu'on veut échanger de la musique, c'est assez compliqué. Il y a un autre aspect aussi que les gens utilisent très peu, c'est que les gens ne savent pas qu'avec Zoom, on peut aussi partager la musique de son ordinateur. Et il y a une fonctionnalité qui permet, avec juste une case à cocher, de pouvoir tout simplement partager l'audio. Donc on peut imaginer une bande sonore qu'on peut diffuser à ses élèves pour qu'ils puissent l'entendre de haute qualité de leur côté. Tu te rends compte qu'en l'espace de 2 minutes, on a donné une astuce qui, pour certains profs, ils ont mal vécu une certaine période en se disant mais c'est nul, ça marche pas, alors qu'en fait c'est juste 2-3 boutons à cliquer et à bien à régler. Ça, c'est même pas du réglage qu'on voit, c'est juste de cocher les bonnes options et de laisser faire le truc et déjà les visios se seraient beaucoup mieux passés. Bah ouais, rien que juste cette petite formation-là leur aurait permis de vivre un peu mieux le truc et d'être moins traumatisé par cette expérience-là. Après, il y a d'autres aspects, d'autres problématiques. On parle de visioconférence, mais est-ce que la visioconférence est clairement l'outil unique pour enseigner efficacement la musique en ligne? Alors je prends ça comme une question rhétorique, parce que je connais la réponse, c'est non, ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Déjà, le premier levier, c'est de se dire que si l'expérience n'a pas été bonne en faisant de la visio, c'est que déjà la technique était juste pas à correctement régler, qu'avec les bons leviers techniques, on arrive déjà à corriger cet aspect visio. Et après, le deuxième levier, c'est qu'il y a d'autres solutions. Est-ce que tu veux nous partager les autres solutions ? Bah, bien sûr, je peux en parler. On l'a déjà évoqué dans d'autres podcasts, mais pour qu'un enseignement en ligne soit efficace, et notamment l'enseignement de la musique, il y a 3 piliers à respecter. Mais la visioconférence, pour moi, ça fait partie du pilier numéro 2. Pilier numéro 2, qui est le pilier court terme, c'est de donner un appui rapidement aux élèves quand ils en ont le plus besoin pour les aider à avancer, qu'ils soient soutenus et tout ça. Et donc là, l'outil de la visioconférence, il est très intéressant parce qu'il permet d'avoir un contact rapide en direct et en one-to-one ou à one avec plusieurs élèves assez facilement et à distance de contraintes géographiques pour justement venir étayer certains aspects. Mais ça, c'est faisable uniquement s'il y a eu les autres piliers qui sont en place, c'est-à-dire le pilier numéro 1, qui est le pilier
long terme, donc l'outil finalement de créer des vidéos support où les élèves vont pouvoir travailler dessus en autonomie, et le pilier numéro 3 qui est lui la communauté, et que les élèves se sentent investis dans un projet, dans une communauté, pour pouvoir avancer. Sans ces deux autres piliers, finalement, on se retrouve à faire uniquement de la visio, et la visio en elle-même n'est pas suffisante, et puis on va pas se cacher, imaginons un prof qui a 10 élèves dans une journée, ce qui peut arriver très fréquemment, c'est inhumain de passer entre 9 et 10 heures face à un écran pour enseigner la musique, mais même pas que de la musique, c'est tout simplement pas possible. Donc il faut changer cette image-là. Enseigner en ligne, ce n'est pas faire que des visioconférences, ce n'est pas faire de présentiel à distance. C'est hyper important ce que tu dis, que les gens qui comprennent. La visio, elle n'est pas là pour remplacer ce que tu faisais en présentiel, elle est là pour compléter, quand tu es dans une optique de faire en ligne, elle est là pour compléter l'enseignement. Et du coup, il faut que les profs de musique fassent la part des choses entre les notions qu'il faut faire, faut expliquer aux élèves, et l'aspect correction, explication et personnalisation. Quand tu fais des vidéos en ligne, tu peux te permettre de structurer et de donner toutes les billes, toutes les compétences qu'il faut pour que l'élève puisse les entendre. Et du coup, la visio, devient un support supplémentaire pour voir si l'élève a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Et dans ce cadre-là, la visio se passe forcément mieux parce qu'il y a moins cet aspect présentiel à distance, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est un principe de pédagogie inversée. On n'est plus là pour faire du frontal et enseigner quelque chose en direct à l'élève. L'élève va pouvoir, par des supports, travailler de son côté, s'autonomiser, même gamifier son apprentissage pour derrière pouvoir faire une mise en place plus efficace avec l'enseignant, et notamment, pourquoi pas, à travers une visioconférence, ça marche très bien. Moi, je peux donner l'expérience justement de la période Covid, où je travaille encore dans une école de musique, et où il a fallu, comme tout le monde, s'adapter au fait qu'on n'ait plus de présence en cours. Donc moi, à l'époque, j'avais mon école de musique en ligne qui marchait très bien, et à côté de ça, j'intervenais 4 heures dans une école municipale. Donc il fallait bien que j'intègre mes élèves de l'école municipale, sur lequel j'étais sur un enseignement totalement traditionnel, c'est-à-dire que je venais en cours dans la salle de musique assistée par ordinateur, faisais cours pendant 1 heure, 1 heure et demie en fonction des groupes, et ça s'arrêtait là. Voilà, et du coup, au moment du confinement, il a bien fallu qu'on réorganise l'enseignement pour que ces élèves puissent continuer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai intégrés dans ma structure en ligne. J'ai utilisé les supports en ligne que j'avais créés comme un moyen pédagogique pour que chaque élève puisse avancer de manière personnelle et différenciée sur les compétences qu'il avait à acquérir. Donc j'ai pris un petit temps avec chaque élève pour dire, voilà, toi tu en es là. Ce qui serait bien maintenant, c'est que tu regardes à partir de tel module, tel chapitre, et cette semaine, tu travailles sur ces notions-là, sur ce chapitre-là, et puis tu mets en place dans ta pratique chez toi. Ensuite, quand on se retrouvait en direct, parce qu'on utilisait le temps qu'on avait le vendredi soir, normalement on se voyait en vrai, et on l'utilisait du coup pour se voir en visio, au lieu de faire un échange de cours magistral, le fait que je pouvais faire déjà avant dans le cours traditionnel, on était plus sur de la mise en application. C'est ce qu'on appelle de la pédagogie inversée. Donc, on était ensemble pour qu'ils mettent en application ce qu'ils avaient eu dans la semaine, ou alors qu'ils posent des questions sur ce qu'ils avaient déjà mis en application dans la semaine, de par les cours qu'ils avaient vus en ligne. Et du coup, ça allait beaucoup plus vite, ça permettait aux élèves d'être beaucoup plus investis, et c'était beaucoup plus cadré. Et la visio n'était pas une galère. Et d'autant plus que moi, j'enseigne la musique assistée par ordinateur, donc tu imagines que par rapport à enseigner la guitare ou enseigner le violon, c'était encore plus compliqué d'avoir un son de qualité. Parce qu'en musique assistée par ordinateur, on a besoin d'avoir la stéréo, on a besoin de voir les effets, d'entendre la compression, d'entendre les équaliseurs, comment tout a été mis. Donc on avait besoin d'une qualité sonore supérieure. Et le fait qu'on s'organise comme ça permettait de vraiment axer sur les points importants que l'élève avait à mettre en application, et ça l'autonomisait énormément. Et la preuve en est, c'est que suite à cette expérience-là, j'ai pu constater que les élèves avaient gagné 2 fois plus de temps à apprendre de cette façon-là que si on était resté en présentiel, puisque ça a duré 1 an et demi à peu près, cette mise en place. En 1 an et demi, ils ont fait 3 ans de progression que moi, j'avais constaté en présentiel. Tu es en train de me dire que
l'apprentissage en ligne serait plus efficace encore que d'apprendre en présentiel? Oui, j'en suis persuadé si on le fait bien. Tout dépend de l'organisation que l'on met en place dans son enseignement en ligne. Si vraiment on maîtrise cet outil-là et qu'on se donne le droit de tester des choses, oui, ça peut devenir beaucoup plus efficace. Ok, et qu'est-ce que tu penses d'un apprentissage hybride qui ferait du coup un mix entre apprentissage en ligne avec les vidéos, les visios, et puis un apprentissage en présentiel? Alors, quand on maîtrise l'enseignement en ligne, pour moi, si je dois donner une classification sur le classement de l'efficacité des pratiques, je dirais que à l'heure actuelle, la façon dont ça s'enseigne, en dernière position, il y a l'enseignement en présentiel. Je le mets vraiment en dernière position. Pourquoi ? Parce que la façon dont c'est fait, c'est qu'on se voit une fois par semaine, voire une demi-heure par semaine, et puis après, le reste du temps, tout le monde est livré à lui-même, et tu travailles si tu as envie, et si tu travailles pas, tu recommences la même chose la semaine d'après, et ainsi de suite, au grand désarroi des enseignants. En deuxième position, l'enseignement en ligne, pour moi, mais largement devant l'enseignement présentiel, à condition qu'on maîtrise tous les piliers et qu'on se forme à ce nouveau métier qui est d'enseigner la musique en ligne. Et ensuite, un outil le plus efficace pour moi, si on maîtrise bien en ligne, le côté hybride, enseignement en ligne plus enseignement en présentiel, c'est le Graal. C'est vraiment l'aspect qui va permettre, si c'est bien organisé, à tout le monde de prendre un shoot de progression hyper rapide et de motivation hyper rapide. Mais ça demande bien sûr d'adapter l'enseignement présentiel. C'est pas je fais du en ligne et du présentiel, c'est pas tout blanc et tout noir. Ça va être de combiner les deux pour que les deux se complètent. Et ça, c'est des vraies compétences à avoir et de vraies réflexions à se poser quand on est enseignant. C'est hyper intéressant parce que là, du coup, j'aimerais bien comprendre pour toi le présentiel, ce qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, si on parle aux profs qui ne connaissent que le présentiel et pour qui il n'y a que ça comme méthode, c'est un peu une méthode fourre-tout. On estime qu'elle est la meilleure pour tout et qu'il n'y a que elle qui existe. Selon toi, dans la partie présentielle, c'est quoi la scientifique morale? Qu'est-ce qui est vraiment hyper important? Qu'est-ce qui vient donner de la valeur rajoutée au présentiel? Alors, pour moi, le présentiel, c'est de la visio en présentiel. Voilà, c'est pas de l'enseignement. C'est pas l'inverse, tu vois. En fait, ça a beaucoup d'atouts à condition qu'il y ait une continuité. La clé de l'apprentissage, c'est la répétition. Si dans la mise en place du présentiel, on arrive à créer de la répétition chez l'élève, eh ben, le présentiel a énormément d'impact parce qu'on peut intervenir en direct avec l'élève. Et donc, effectivement, si l'élève apprend à jouer un morceau, qui a besoin de le repositionner, eh ben, peut-être le fait d'être à côté va être plus facile pour lui montrer exactement une position. C'est le seul avantage que je vois par rapport à en ligne. En ligne, on peut le faire, peut-être de manière un peu moins efficace que si on était à côté, mais c'est faisable aussi. Le présentiel a un autre avantage, c'est que il apporte en fait le côté non verbal que l'on connaît de la communication, qui est notre histoire, la façon dont on communique avec les autres êtres humains. Et oui, l'aspect communiquer avec le non-verbal sur un écran, c'est trop récent pour qu'on ait des habitudes qui soient déjà installées. Mais ça vient. Il y a aussi la possibilité de détecter des choses à ce moment-là. Donc, pour moi, le présentiel a des avantages à condition qu'il y ait vraiment une mise en place de répétition des apprentissages qui a été fait. À l'heure actuelle, bien souvent, moi j'ai des profs qui me disent les élèves ils travaillent pas chez eux. C'est vrai, c'est une réalité en ce moment, on constate que les élèves ne travaillent pas chez eux. Qu'est-ce qu'on leur donne pour qu'ils travaillent chez eux ? Souvent, on leur dit de travailler le morceau. Mais les élèves, en fait, pour certains, ils n'y voient pas d'intérêt parce que peut-être que le morceau, ils l'ont pas choisi, peut-être qu'il a été imposé et que peut-être dans la semaine, ils n'ont pas de temps, donc il leur manque une motivation pour aller vers ça. Comme ils sont constamment sur les écrans, la motivation peut être aussi de leur donner des supports en ligne pour qu'ils puissent aller travailler de manière autonome sur ces éléments-là. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé pendant le confinement. J'avais des élèves adultes, des élèves adolescents. Et le fait qu'ils aient des supports en ligne leur permettait d'aller travailler sur des notions sur lesquelles ils n'étaient pas très à l'aise pour progresser de leur côté et poser les bonnes questions et passer à la pratique et à la mise en application avec moi de manière beaucoup plus simple. Je te rejoins parce que j'ai vécu pareil à moi avec mes élèves. J'ai régulièrement du coup des enfants, mais ça fonctionne aussi à une certaine mesure pour les adultes. Quand ils sont entre les cours, ils sont livrés à eux-mêmes. Sauf qu'un enfant qui est livré à lui-même,
il n'a pas de prise de recul, il peut pas s'auto-analyser, c'est trop compliqué. Ses parents, bien souvent, sont pas musiciens, donc les parents peuvent pas aider. Donc ils sont livrés à eux-mêmes pendant une semaine jusqu'au prochain cours. Puis au prochain cours, voire 2 semaines, 3 semaines, s'il y a des vacances qui passent par là. Et en fait, à chaque cours, tu as l'impression de répéter. Et des fois, c'est frustrant parce que ton élève, tu sens qu'il a des bonnes dispositions. Mais sur 30 minutes de cours, tu vas passer 15-20 minutes à lui reprendre ce qu'il avait déjà appris. Puis tu reprends 10 minutes. Et puis tu essayes d'avancer, de progresser comme ça. Donc si j'entends ce que tu dis, en gros, les fondamentaux, tu peux tout, si c'est bien fait, apporter avec du en ligne, avec une structure, avec des vidéos, avec des ajustements en visio, etc., avec la communauté. Et le présentiel, il vient rajouter ce petit plus qui donne le sentiment à l'élève de pouvoir vraiment se corriger précisément, à comprendre, à intégrer peut-être de manière plus précise ce qui est Voilà. fait. Et souvent, l'argument des enseignants par rapport à la visioconférence pour la rejeter, c'est même pas le fait que c'est inhumain d'y rester 10 heures dans la journée, parce que celui-ci, il est recevable. C'est plutôt, ouais, mais on peut pas corriger les élèves en ligne. Mais moi, ce que je leur réponds, je lui fais, oui, c'est vrai, c'est évident, mais quand l'élève, il travaille tout seul chez lui, quand il est sorti de ton cours, t'es là pour le corriger? Mais non, il va faire pareil. Et souvent, il continue en projetant la chose en disant, ouais, mais si ils ont des cours en ligne, on ne pourra pas les corriger. En fait, ils mélangent tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'ils ont un cours en ligne sur lequel ils peuvent travailler de leur côté en rappelant les principes fondamentaux que l'élève va prendre de mauvaises habitudes. Il va plus prendre de mauvaises habitudes s'il est livré à lui-même chez lui et qu'il n'a pas assez de répétitions pour recorriger son mouvement pendant la semaine, finalement. C'est un terme que tu as utilisé là, sur lequel je rebondis, qui est hyper important. La répétition, on le sait tous les deux, pour réussir en musique, il faut répéter, répéter, répéter. Tant qu'à faire, répéter bien pour enregistrer bien. Donc moi, l'analyse que j'en fais, c'est que le plus important en soi, si on regarde avec beaucoup de recul, c'est pas que ce soit en ligne, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel ou autre. Le plus important dans le travail de l'instrument, c'est la pratique de l'instrument. Après, tout le reste, ça reste que des outils. Que ce soit une visio, que ce soit des vidéos, que ce soit le professeur qui corrige. L'objectif, c'est de passer le moins de temps possible pour que l'élève puisse pratiquer le plus possible dans les meilleures conditions. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière efficace? Pareil, c'est un peu une question rhétorique, mais tu peux y répondre. Pour gagner du temps dans l'apprentissage et pour faire en sorte que l'élève puisse travailler par lui-même et être motivé et continuer et avancer. La première chose, c'est qu'un élève est un support pour travailler chez lui et que le prof soit présent sans qu'il soit présent physiquement. Donc on peut tourner des vidéos avec des notions tronc commun. Je veux dire que l'on peut donner à disposition de l'élève pour qu'il puisse aller travailler dessus, lui donner la mission pour la semaine d'après d'aller regarder certaines vidéos et les mettre en place et pratiquer certains exercices sur un cursus en ligne qui aurait pu être mis en place. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on progresse énormément en musique avec l'enregistrement. L'enregistrement est, je trouve aujourd'hui, pas encore assez utilisé par les enseignants comme moyen pédagogique. Quand un élève s'entend, il progresse énormément sur le plan de la justesse, sur le plan de la rythmique. Moi, j'ai une expérience personnelle ayant fait beaucoup d'enregistrements studio. J'ai jamais autant progressé en musique que quand je me suis enregistré. De la même façon, j'ai vu des musiciens qui se considéraient comme étant très bons prendre des grosses claques énormes la première fois qu'ils s'enregistraient. Je pense aussi qu'un élève qui peut s'entendre jouer va plus facilement comprendre d'où vient la problématique plutôt qu'on lui dise bah, « tu sais, à tel moment, tu as fait ça ». Sauf que quand il joue, l'élève, il n'est pas concentré à ça, il est concentré à jouer. Donc il ne peut pas ouvrir son analyse à l'erreur potentielle qu'il a pu faire. Par contre, si on l'enregistre et qu'on lui refait écouter et qu'on lui dit, bah, tu vois, là, à ce moment-là, il faudrait peut-être que tu mettes un peu plus d'intensité, ou bah, c'est beaucoup plus simple parce qu'il a ce détachement, il va pouvoir avoir un regard sur lui-même plus simple. Et ça, c'est pas assez utilisé. Donc, en termes d'outils, je ne peux qu'inciter les enseignants à enregistrer leurs élèves, alors, pour l'utiliser en présentiel, mais pour l'utiliser aussi en ligne, c'est un très bon outil pour amener des échanges entre l'élève et l'enseignant. Et s'enregistrer en tant que professeur pour créer une vidéo, bah, c'est un très bon outil aussi pour donner un support à son élève pour qu'il travaille chez lui. Je te rejoins, moi je le fais régulièrement pour les élèves, en présentiel notamment, où j'aime bien les enregistrer parce qu'après quand ils s'écoutent, ils entendent
ce que je veux leur montrer, on peut mettre pause, on peut remettre en arrière. Et moi aussi, je l'ai beaucoup utilisé pour moi, parce que des fois, on a une vision de ce qu'on a fait qui est légèrement biaisée par rapport à ce qui s'entend. Enfin, disons qu'il y a il y a un décalage. En gros, on joue un morceau, violon, piano, on s'en fout. On a entendu des erreurs, et il y a certaines choses qu'on n'a pas entendues, en tout cas qui nous ont pas marqué. Et quand on écoute l'enregistrement, alors évidemment, il y a des erreurs qu'on avait entendues qu'on entend dans l'enregistrement, mais des fois, on entend des erreurs, ou en tout cas des choses qui vont pas sur le phrasé, sur la musicalité, sur la rythmique, sur des trucs, sur le moment où on était dedans, ça nous a pas du tout marqué, et quand on écoute, ça nous saute aux yeux, ou tu vois, on essaie de faire une nuance, et en fait, quand tu regardes en vidéo, elle est pas assez marquée, donc tu peux encore y aller un peu plus. Et à l'inverse, des fois, des choses que tu pensais avoir complètement loupées, que t'as entendu que ça, dans la vidéo, ça s'entend pas tant que ça. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas corriger, mais tu vois, ça amène une subtilité, une prise de recul qui est hyper intéressante. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que, encore une fois, j'incite vraiment les enseignants à utiliser ça. Alors, on a parlé de mise en place technique par rapport à la visio. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué parce qu'on a souvent la question au fait de comment on fait pour surmonter les problèmes de qualité sonore en visioconférence. Il y a un aspect que l'on n'a pas précisé et je vais te poser la question parce que je sais que tu connais la réponse. C'est comment ça se passe en fait pour essayer d'optimiser au maximum la qualité sonore quand on a un échange verbal et qu'à côté, il y a aussi un échange musical, instrumental. Comment techniquement on s'organise? Alors des solutions techniques, il y en a toujours beaucoup. Le plus simple étant de dissocier le son de la voix et le son de l'instrument. Donc, alors déjà la première étape, c'est de pouvoir éventuellement acheter un micro externe qui va lui faire bien son job. On peut déjà commencer avec un micro qui sera universel, qui pourra à la fois projeter, récupérer un son correct de l'instrument et à la fois récupérer un son correct de la voix. Après, on peut imaginer aussi d'avoir un micro pour la voix, un micro pour l'instrument. Techniquement, on peut aussi dissocier, ça devient un peu plus compliqué, mais on peut dissocier le flux vidéo du flux audio. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Mais ouais, déjà, un bon micro. C'est tout à fait ça. Ce que tu précises est très important. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que il faut dissocier la diffusion audio de la diffusion de l'échange. L'échange, c'est la vidéo et la voix. Et ça, l'ordinateur peut très bien le gérer. On peut très bien utiliser les éléments propres à l'ordinateur, c'est pas gênant. Par contre, dès qu'il va s'agir de jouer de l'instrument, le micro intégré à l'ordinateur reste pas du tout pertinent, même si vous avez un super MacBook et que les micros sont excellents à l'intérieur, ça reste pas pertinent. C'est là où ça peut être intéressant d'avoir un micro USB, par exemple, au minimum, qu'on peut brancher sur son ordinateur, ou potentiellement une carte son avec des micros studio, qui lui va capter du coup l'instrument, et ça, on a la possibilité de le diffuser sur un autre canal que celui qui est celui de l'ordinateur et de la conférence Zoom ou autre. Et ça, c'est l'aspect important à comprendre pour avoir une bonne qualité sonore. Et moi, j'ai pu faire énormément d'échanges de mixage audio en ligne. Donc, mixage audio, ça demande une qualité sonore absolument énorme parce qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, de la stéréo, il faut qu'on puisse entendre les nuances, il faut avoir un large spectre. J'ai pu faire des conférences, des masterclass mixage audio avec mes élèves ou même avec des gens en ligne par le biais d'un outil de visioconférence et ça avec une extrêmement bonne qualité et beaucoup de plaisir pour que ça soit de mon côté ou celui des élèves. Comme quoi, du coup, quand on a les bons outils, qu'on sait bien les utiliser, on ne le vit pas de la même manière. Non, on ne le vit pas de la même manière et je pense aussi que ça peut même amener une concentration supérieure. Et ça peut paraître absolument fou, mais j'ai eu beaucoup de retours d'enseignants qui ont remarqué que par le biais de la conférence en ligne, la visioconférence, ils trouvaient les élèves beaucoup plus concentrés. Qu'est-ce que tu en penses, ça, de cet aspect-là? Écoute, je m'étais pas fait réflexion, mais là tout de suite, ce qui m'est venu, c'est le côté négatif des écrans. Quand tu mets un téléphone ou une tablette dans les mains de quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, tu sens que tout de suite, son énergie, son focus, sa concentration, elle est figée sur l'écran. Et je pense que quand tu es en présentiel, alors je suis pas en train de prôner les écrans, qu'on soit bien d'accord, je répète tout à l'heure, l'objectif c'est que la personne puisse travailler l'instrument. Mais dans le cadre d'un moment où la personne doit être concentrée, je suis pas étonné que le fait d'être en visio,
comme tu es concentré sur un écran et que le son il sort des enceintes, donc du coup il faut quand même être attentif, c'est quand même beaucoup plus, ça te canalise beaucoup plus que si tu étais en présentiel, que tu pouvais regarder un petit peu partout. Donc ça me surprend pas. Tu vois, c'était une question que je voulais te poser, c'est est-ce que les élèves sont plus distraits avec l'enseignement en ligne? Moi, je pense que non. Je pense non plus, et c'est paradoxal. Je suis pas vraiment pas en train de dire qu'il faut privilégier les écrans, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le fait est de constater que là, dans le cadre d'un apprentissage, sur un instant T, on peut utiliser à bon escient quelque chose qui pourrait être néfaste si on ne faisait que ça toute la journée. Tout à fait. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué sur le plan des difficultés de la visioconférence, c'est la latence entre le moment où on va jouer quelque chose, par exemple, et le moment où la personne en face, l'élève ou le prof, va réceptionner cet élément. Donc on peut avoir un décalage entre l'image et le son. Est-ce que toi, tu as des solutions par rapport à cet aspect-là? Alors les solutions, ça dépend de pas mal de choses, mais déjà si tu peux avoir une bonne connexion, c'est quand même un bon début. Et après, comme on a dit, en fait, plus le système va être surchargé et plus il risque d'y avoir de latence, plus tu dissocies les problèmes et plus tu peux t'exempter de ces latences. Donc déjà, ce que tu as dit tout à l'heure, de mettre peut-être l'audio à part de la vidéo. Alors déjà, il faut faire des tests aussi. Il faut y aller par étapes. Déjà, tu commences par activer les bonnes options pour que le son soit correct avec le micro interne. Puis potentiellement, tu investis dans un micro. D'ailleurs, juste pour que les gens comprennent en toute logique, le micro d'un ordinateur, il a beau être très bon, il reste tout petit, donc la membrane est toute petite, donc forcément, elle va réagir de manière moins subtile qu'un bon micro. C'est la même chose que pour une enceinte. Et donc, de commencer après à améliorer son micro, voir déjà si ça fonctionne bien, de conseiller aussi l'élève sur ses propres réglages, de dissocier après potentiellement le vidéo, l'audio. En fait, faut faire des tests, et à un moment donné, il n'y a pas de secret, il y a des best practices, des choses qui fonctionnent bien, mais après, faut gérer cas par cas. Et ces aspects-là, et puis sur l'aspect latence, il y a aussi des outils de réglage de la latence, que ce soit dans les outils audio ou même vidéo. Je sais que les outils de visioconférence, ils affichent une latence entre le moment où on a l'image et le moment où le son arrive. Donc c'est de l'ordre de quelques millisecondes quand on a la fibre. Mais si cette latence est trop importante, on a la possibilité de demander à l'outil vidéo d'appliquer cette latence-là pour que l'audio et la vidéo soient synchronisés. Et du coup, ça facilite beaucoup les choses. Exact. On a souvent aussi, du coup, suite à cette remarque-là, des questions sur mais est-ce que c'est possible de jouer en groupe à distance? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques pour faire ceci? Alors, je pourrais apporter mon avis là-dessus après, mais est-ce que toi, tu as des éléments à nous donner par rapport à ça? Alors, des éléments, oui, il y a des outils maintenant qui existent. En fait, il faut se dire qu'un outil, ça reste à la base, un outil, ça reste une entreprise qui vise un certain marché pour leur apporter une solution. Si on prend le cas de Zoom ou de Skype, à la base, c'est des outils pour pouvoir discuter. Skype, pour pouvoir discuter à distance avec quelqu'un ou avec un groupe. Zoom, pareil. Forcément, leur cœur de métier, c'est pas de de permettre à des gens de faire des concerts de musique. Ils ont mis des options supplémentaires pour te permettre d'améliorer ce truc-là. Mais derrière, il y a des outils qui eux, se sont dit, tiens, on va pouvoir apporter notre expertise pour telle cible, qui sont par exemple les musiciens. Et donc, il y a des outils aujourd'hui qui sont déjà pré-réglés, préfaits pour justement jouer en groupe. Oui, et puis, si on fait ne serait-ce qu'une petite recherche sur Internet, vous trouverez des outils qui permettent de jammer ensemble à distance de manière synchrone, totalement synchrone. Il y a même des outils gratuits. Donc quand les enseignants me disent c'est pas encore possible aujourd'hui, c'est faux. Il y a des outils qui le permettent. Après, on peut citer un outil gratuit qui permettra de fluidifier aussi l'aspect vision de tout ça, c'est OBS. OBS, c'est un outil que nous on utilise beaucoup dans la formation pour vous créer un peu votre branding et vos différentes vues, parce que souvent on pense enseignement en ligne, ordinateur et c'est tout. Mais non, peut-être qu'au fur et à mesure, et même de manière certaine, il va falloir étayer votre set comme vous avez étayé votre set d'enseignants avec un tableau blanc, des crayons et tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la même chose pour le set de l'enseignement en ligne. Si on veut faire de la visio et du direct,
On peut étayer, on peut utiliser plusieurs webcams qui sont connectables ensemble et avoir plusieurs angles de vue. On peut utiliser plusieurs types d'écrans qu'on a préconfigurés à l'avance. On peut par exemple afficher une partition à côté de la vision de l'enseignant sur ses mains, par exemple, ou au piano. C'est faisable. On peut changer tout ça à la volée. Il existe aujourd'hui des contrôleurs qui permettent, en appuyant sur un bouton, on change de caméra. En appuyant sur le bouton, on va afficher une partition qui est par exemple sur son iPad. Tout ça, ce sont des outils qui aujourd'hui existent, sont très accessibles sur le plan financier. Ça s'est vraiment démocratisé. Donc il y a vraiment moyen de créer des sets de streaming, parce que c'est ça, c'est du streaming, qui sont très efficaces et qui permettent d'avoir des visios de qualité. Et je pense que pendant le confinement, beaucoup de ces outils-là existaient déjà, pas autant qu'aujourd'hui, mais il y en avait déjà. S'il y avait eu juste une sensibilisation auprès des enseignants sur ces outils-là pour qu'ils aient 2-3 tips, comme on a pu le dire au début de cette conférence-là, de ce podcast-là, pardon, on est obnubilé par les conférences aujourd'hui, au début de ce podcast sur l'aspect que avant, les enseignants n'ont pas été accompagnés et formés sur l'utilisation technique. Juste un petit accompagnement là-dessus aurait changé complètement la donne sur cette période assez compliquée. Je te confirme, parce que toi, j'avais évoqué dans un précédent podcast que j'avais fait un live de 24 heures en piano. C'est un défi technique qui était quand même important. Et je te rejoins, en fait, j'ai pu me configurer mon petit set. Donc du coup, j'ai utilisé effectivement OBS. J'avais trouvé comment mettre un clavier. En fait, j'avais branché mon clavier sur l'ordinateur en MIDI. Donc le son était récupéré directement sur l'ordinateur. J'avais un logiciel qui m'affichait un clavier et qui affichait les touches sur lesquelles je jouais. J'avais une caméra qui me regardait, j'avais un deuxième micro pour parler à la communauté, j'avais mon iPad qui affichait la partition. Et du coup, ça donnait un petit côté assez dynamique que les gens pouvaient suivre. Et il y a juste pour ça fallu que je m'y intéresse. Et d'ailleurs, ça soulève un point qui, moi aussi, je trouve important, c'est que pendant le confinement, la majorité des profs qui se sont mis à la visio ont subi la visio. C'est-à-dire que psychologiquement, ils n'avaient pas envie de faire de la visio, ils n'avaient pas envie, ils étaient là en outil de remplacement. Et donc j'invite ceux qui ont subi cette situation à la voir autrement et se dire « Ok, c'est un outil, je ne sais pas l'utiliser, qu'est-ce que je peux en faire qui puisse faire que ça devienne un jeu en fait ?» Parce que moi, ça a vraiment été ça. Je me suis dit « Tiens, je vais faire un live de 24 heures, j'ai posé la date, puis il a fallu que je commence à me poser les questions de comment j'allais faire techniquement. » Et donc ça devient un jeu, en fait, on se dit, ah oui, tiens, quel logiciel, ah non, ça marche pas, puis on cherche, puis on trouve les bons réglages, ah oui, je pourrais rajouter l'écran, je pourrais rajouter ci. Et en fait, petit à petit, parce que la nature humaine est comme ça, une fois qu'on est plongé dans une nouvelle activité, ça devient passionnant, on trouve les bons réglages, les bonnes choses, et on fait quelque chose qui est sympa à la fin. Et donc j'invite tous ceux qui ont mal vécu les visios, de les voir avec un nouvel œil, et de plus les voir comme un jeu, et à essayer des choses en appliquant déjà les choses que nous on est en train de dire et d'expliquer aujourd'hui, puis de faire leur propre thèse, de tâtonner, et puis il y a une satisfaction à la fin de se dire en fait la visio c'est pas si mal. Faut pas oublier dans tout ce que tu dis qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a une phobie aussi de l'outil informatique pour certains, malheureusement, qui emmène le fait que pour certains ça peut être compliqué de se lancer dans des recherches et des installations comme celle-ci parce que le système n'est pas contrôlable et ça peut être difficile. Moi, pour répondre à ça, j'ai envie de dire, profitez justement du fait que vous puissiez avoir des formations au sein de vos écoles pour commencer à vous sensibiliser à ces éléments-là. Proposez à vos directeurs d'école ou vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes prof ou même musicien et que vous avez créé une école pour enseigner à des élèves de manière indépendante, profitez du système qu'on a en France qui propose une facilité à l'accès à la formation pour vous former. Et nous, en l'occurrence, en plus, avec Zig School, on a la possibilité, en tant qu'organisme de formation, d'intervenir dans les écoles si besoin pour former à ces aspects-là si vraiment c'est une nécessité. Et je pense que ça sera une nécessité dans les prochaines années de toute façon. Oui, on peut rentrer comme ça plus en détail, expliquer de manière plus concrète. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a une peur autour de tout ça. Mais la peur, elle est juste liée à la méconnaissance. Finalement, c'est la même chose que vivent les élèves en musique qui savent pas trop par quoi commencer. Mais c'est ce que tout le monde vit dans une nouvelle activité. Il y a un moment donné, il faut juste que quelqu'un te dise « Non mais rassure-toi, c'est pas si compliqué, faut faire ça, ça et ça. Ok, il faut apprendre, mais c'est normal. C'est ok, tu peux apprendre.
Et je pense que c'est important que les gens puissent se projeter et comprendre que c'est juste différent de ce qu'ils connaissaient, mais que ça s'apprend comme le reste. C'est un nouveau métier. Surtout que s'ils ont appris un instrument en 10, 15, 20 ans, ils peuvent apprendre des éléments plus techniques qui sont bien plus faciles à aborder. C'est une certitude. Alors, attends, j'avais noté une question. Est-ce que tu as des exemples concrets d'apprentissage qui se sont bien passés justement en ligne, qui ont même surpassé l'enseignement présentiel? Oui, je l'ai cité tout à l'heure. Moi, mon expérience personnelle, justement, sur ce test en grandeur nature qui a été fait pendant le confinement avec mes élèves en musique assistée par ordinateur, où ça leur a permis vraiment de gagner 1 an et demi sur 3 ans d'apprentissage. Vraiment, ils ont doublé par 2 leur capacité d'apprentissage. Donc ça, c'est le premier exemple sur l'aspect de la pédagogie inversée que j'avais pu mettre en place à ce moment-là, en respectant bien les 3 piliers de l'enseignement en ligne. J'ai d'autres exemples parce que moi, je me forme beaucoup en ligne, donc je sais qu'il y a beaucoup d'efficacité dans l'apprentissage de la musique. J'ai des amis qui se sont formés, par exemple, à des cours de guitare en ligne et qui sont très satisfaits parce que ça leur permet déjà de pratiquer quand eux, ils peuvent. Ils n'avaient pas forcément la possibilité d'aller dans une école de musique avec leur travail, donc ça leur permettait de travailler leur instrument au moment où ils peuvent le faire en fait dans leur emploi du temps, et avec des résultats très intéressants parce que beaucoup de supports pédagogiques, un support de l'enseignant pratiquement disponible, va pas dire 24 heures sur 24, mais en fait, très rapidement, même si on a une question à minuit, on peut la poser, peut-être que le lendemain à 9 heures, on va avoir une réponse. Et ça se passe pas forcément avec les enseignants. Moi, je connais pas un enseignant aujourd'hui qui se met à disposition de ses élèves pour que ses élèves l'appellent tous les jours ou toutes les heures pour demander un conseil pour son instrument. Donc, les enseignants ne voudraient pas ça. Le en ligne permet cette efficacité de contact et de questionnement, et faciliter aussi le tri des retours pour l'enseignant et lui donner des idées de contenu qu'il pourrait faire pour perfectionner son apprentissage. Des exemples de réussite, j'en ai plein. Je ne peux pas citer les noms des gens dans ce podcast-là, mais des exemples de personnes qui ont pris des cours de piano, des cours de guitare, des cours de violon en ligne et qui ont eu d'excellents résultats. Il y en a des centaines qui existent, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a énormément d'enseignants en ligne qui réussissent à développer une école en ligne. C'est parce que justement ils maîtrisent tous ces aspects-là. Et ça m'a fait penser à une anecdote, je sais plus si je l'avais racontée dans le podcast, mais dans tous les cas elle est intéressante, donc ceux qui l'ont entendu l'entendront une deuxième fois et vont comme ça la mémoriser, ceux qui l'ont pas entendu la réentendront. On a l'impression des fois que l'enseignement en ligne, ça va être plus difficile d'expliquer les choses. Et moi, à un moment donné, j'avais pris des cours de natation en ligne. En 3 mois, j'ai énormément performé juste parler en ligne. Je vais pas entrer dans les détails de leur formation qui était ultra bien faite et qui était bien plus qualitative qu'un maître nageur au bord du bassin. Alors ça peut paraître incroyable, mais c'était vraiment le cas, parce que c'est structuré et tout ça. Et ils utilisaient un des outils qui était les images mentales. Et notamment, en crawl, il y a tout un tas de techniques, mais pour avancer, en fait, il faut essayer de déplacer le plus de masse d'eau possible, pour propulser son corps. Et on peut se dire, bah ouais, mais s'il n'y a pas un maître nageur pour m'expliquer, ça marche pas. Ouais, mais le maître nageur, il est du côté du bassin, donc c'est quand même un peu en asynchrone, il te le dit une fois que t'es rentré, et puis il va te dire, bah pousse plus, pousse machin. Mais l'explication, elle sera pas forcément plus utile qu'en ligne. Et en ligne, eux, ils avaient trouvé une méthode, ils disaient, par exemple, tu fais comme si tu allais chercher un gros tonneau de vin, et que tu voulais le passer derrière toi. Et tu vois, juste cette image, en fait, je trouvais ça hyper pertinent. Donc en fait, quand tu utilises le en ligne, tu peux utiliser ce genre d'images qui font que les gens, finalement, sont plus autonomes que tu le crois. Tout à fait, et ça constituait une des questions que je voulais te poser, donc je vais juste la citer, puis je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je voulais te demander, en fait, quelle méthode efficace on pouvait recommander pour donner un retour constructif et corriger les erreurs des élèves en temps réel pendant les cours de musique en ligne. C'est exactement ce que tu expliques. Moi, je reste persuadé que l'image est le meilleur moyen pour comprendre beaucoup de choses. Je l'ai pratiqué dans le domaine de la musique, dans le domaine du sport. Dès qu'on arrive à donner une image
à une notion que l'on veut faire passer, on a gagné et ça fonctionne. Et vous avez dans votre pratique d'enseignant présentiel plein d'astuces pédagogiques que vous pouvez donner, que vous utilisez déjà, que vous pouvez retransmettre en ligne. Je prends l'exemple de moi en professeur de guitare qui trouvait que je ne mettais pas assez d'intensité. Je prenais des cours de guitare classique, je ne mettais pas assez d'intensité dans mon jeu, c'était trop fin. Il me mettait un torchon pour étouffer mes cordes et il me demandait tu dois faire sonner ton instrument même en ayant ça. Et donc du coup c'est vrai qu'après je mettais beaucoup plus d'intensité. Une astuce pédagogique il n'y a pas besoin d'être en présentiel pour la mettre en place. Voilà. Vous avez cette difficulté-là, voilà comment vous positionnez votre torchon, allez-y maintenant jouez, c'est une super astuce pédagogique. Dans le domaine du sport, dans un de nos sites basket formation on avait monté pour aider les entraîneurs de basket à mieux enseigner le basket aux jeunes, on voulait contrer le phénomène de grappe que l'on a sur le terrain en mettant en place une image. Et l'image, c'était celui de la toile d'araignée, donc l'entraîneur a expliqué que qu'est-ce qu'elle fait une toile d'araignée, il y a un côté qui part à droite, l'autre à gauche, l'autre au milieu, et le but des enfants c'était de reproduire cette toile d'araignée au moment de partir en contre-attaque. Et le mot qui était dit c'est Spider-Man. Qu'est-ce qui représente le mieux l'araignée pour les enfants que Spider-Man? Donc le mot Spider-Man a été dit, et puis après il n'y avait plus qu'à dire Spider-Man sur le côté du terrain pour que ça marche. Ça montre en fait le pouvoir de l'image, et c'est ça la pédagogie, c'est donner des images pour que ça soit compris. Et j'en ai des centaines d'autres exemples. Mais ça, si vous avez des images, peu importe que vous soyez en présentiel, peu importe que vous soyez en présentiel ou vous soyez en ligne, ça ne change rien. Les images, vous pouvez quand même les donner. Donc, le problème dans l'enseignement en ligne, il n'est pas du fait que c'est trop technique, on ne s'entend pas ou quoi que ce soit. On a vu que ce n'était pas le cas. Il y avait des possibilités de contourner tout ça. C'est surtout sa capacité à me faire passer les choses et donc à être un bon pédagogue. Exactement. Mais comme là, j'ai eu une autre image, moi en piano, on te dit d'avoir les mains arrondies, donc t'imagines d'avoir une balle de ping-pong, balle de tennis, ça dépend de la taille de tes mains. Mais c'est tout ce genre d'image, mais finalement que tu sois en ligne ou en présentiel, ça change rien. La seule chose qui va changer, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'instantanéité de pouvoir agir, dire oui, non, attention, et de pouvoir corriger. Mais déjà en visio, tu peux un peu. Et si tu mets les beaux mots, j'ai adoré l'exemple de Spider-Man, si tu matraques un petit peu ce mot, que tu leur fais comprendre, en fait, toi, ton rôle en tant que pédagogue, c'est qu'ils deviennent autonomes dans l'automatisation justement de leur mouvement. Donc, jusqu'à ce que le concept, par exemple, de Spider-Man rentre de manière innée, qu'ils y fassent gaffe à force, et du coup, ils deviennent autonomes. C'est notre rôle en tant que prof. C'est ça, et ton exemple justement sur la balle de tennis sur le piano est très parlant, parce que imagine maintenant qu'un enseignant de piano mette en place des vidéos tronc commun sur l'enseignement du piano, et à chaque fois qu'il met en place une vidéo, il rappelle cette notion-là. Combien de fois l'élève va l'entendre dans la semaine entre les différents cours? Ça va permettre à l'élève de pratiquer chez lui avec une meilleure posture que s'il avait été laissé livré à lui-même chez lui en disant tu travailleras chez toi, tu te souviens de ce que je t'ai dit lors du cours. Il y a une bien meilleure efficacité si l'élève il a des vidéos et qu'à chaque vidéo, l'enseignant rappelle-toi, on est au niveau 1, qu'est-ce qu'on pense? Objectif, avoir la bonne position, passe aux balles de tennis sur tes mains. Ça fait toute la diff. Quand il arrive la fois d'après, il a pris des bonnes habitudes et ça fonctionne, on peut avancer. Et je suis sûr que tu peux même marquer le coup encore plus avec au moins une vidéo où, je sais pas, tu scotches les balles et tout et tu montres et qu'il y a un côté marquant. Ouais. Tu vois, et puis après que tu le répètes, et jusqu'à ce que l'élève le fasse, je suis complètement d'accord. Ouais, puis après, même pendant le cours, il n'y a plus besoin de réinciter sur la notion, il suffit juste de dire balle de tennis, l'élève, il va se repositionner, ça va fonctionner, quoi. Au niveau de l'expérience des côtés élèves, est-ce que tu as déjà observé des difficultés pour ceux qui étaient habitués à un enseignement classique traditionnel et qui sont passés à un enseignement en ligne? Oui, j'ai observé des difficultés par manque d'habitude. C'est une habitude à prendre, c'est pas évident, c'est peut-être la problématique principale à laquelle les enseignants ont pu être confrontés, les élèves aussi, sur une nouvelle façon de procéder. Et tout ce qui amène de la nouveauté demande un petit peu de pratique avant de s'y mettre. C'est pour ça que moi, je recommande énormément de mettre le en ligne le plus rapidement possible en place dès le plus jeune âge pour habituer les enfants qui viennent aussi en présentiel, aussi avoir du contenu en ligne pour travailler et prendre des habitudes de travail. Parce que quand ils vont être ados ou adultes, ils auront ces habitudes-là, ils auront beaucoup plus d'autonomie
et ils auront la possibilité peut-être aussi de se détacher et pourquoi pas d'être beaucoup plus autonome avec l'enseignement en ligne que l'enseignant va lui proposer par rapport à un enseignement en présentiel unique. Et quand les deux sont combinés, forcément ça va être d'autant plus efficace. Donc la difficulté première, elle est de prendre l'habitude d'aller utiliser le en ligne chez soi et d'utiliser le en ligne pour les difficultés que l'on peut rencontrer. Et ça, c'est pas parce que l'élève il a pas envie, c'est juste qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Donc il faut la créer cette habitude-là, et c'est souvent ce frein qui se met en place et qui est souvent résumé à le en ligne ça marche pas. Alors que non, c'est pas ça, c'est juste l'habitude d'utiliser les outils pédagogiques en ligne qui ne se fait pas. Donc il faut le mettre en place le plus rapidement possible, le plus tôt possible, et faire en sorte que ça devienne une habitude construite et constructive pour que l'élève comprenne que ça va lui apporter quelque chose et que l'enseignant ait conscience que ça apporte quelque chose à l'élève. Parce que pour l'instant, la majorité des enseignants ont plus tendance à penser que ça ne leur apporte rien et que ça les pénalise plus qu'autre chose, alors que c'est totalement faux si c'est bien fait. Donc, si on veut contrer ces difficultés qui peuvent être rencontrées actuellement, il faut changer un peu sa perception du travail que l'on peut donner aux élèves, de façon à ce qu'ils puissent s'habituer au en ligne. Bon, en fait, c'est la construction des habitudes, mais c'est un peu comme les réseaux sociaux. Un nouveau réseau social, au début, il ne fait pas partie de ta routine, il ne fait pas partie de tes habitudes, limite, tu es un peu réfractaire. Puis pour différentes raisons, je sais pas, tes amis, ta famille l'utilisent et tout, tu t'y mets. Et à un moment donné, comme leur algorithme, comme tout est très bien fait, potentiellement tu deviens même accro, en tout cas tu deviens utilisateur habitué, et ça va être un des premiers trucs que tu vas ouvrir en te levant le matin. Finalement, il faut juste créer cette habitude-là. D'ailleurs, je partage une anecdote qui pour le coup fonctionne en présentiel, parce que je l'ai fait avec un élève en présentiel, mais fonctionne aussi en ligne. Chez un enfant, le plus difficile, c'est d'installer cette habitude de travailler régulièrement. Tous les profs le savent, tous ceux qui écoutent le savent, il vaut mieux travailler 5, 10, 15 minutes tous les jours que de travailler 1 heure, 2 heures le week-end. Parce que tu as besoin de répétitions avec peu d'espace entre les répétitions pour bien mémoriser. Et donc j'ai donné une fois un défi à mon élève, je lui ai dit, je veux que tous les jours, tu sortes ton violon. J'ai pas dit que tu en fasses. Tu le sors. Tu l'installes, tu le mets, tu montes ton archet, etc. Si tu as le temps, t'en fais. Si tu n'as pas le temps, t'en fais pas. Mais tous les jours, tu le fais. Et du coup, ça lui crée l'habitude. Parce qu'une fois que il y a une autre stratégie psychologique, c'est qu'une fois que tu es engagé à avoir monté ton violon, je vais au moins faire 2-3 notes. Et donc, j'ai donné cette habitude-là qu'à chaque fois qu'il est dans une journée, il doit, à un moment donné, monter son violon. Il a juste ça à faire. C'est intéressant parce que la suite, c'est la gamification. Une fois qu'on a l'habitude, on peut mettre en place de la gamification et c'est un peu le calendrier de l'Avent, finalement. On peut se retrouver à mettre en place des choses où tous les jours, l'élève va avoir un nouveau contenu qu'on peut lui débloquer au jour le jour et qu'on transforme l'élève en élève qui attend ce moment tous les jours où le prof va lui envoyer la petite vidéo en question pour découvrir la suite. On peut imaginer le découpage d'un morceau qu'un élève voudrait apprendre. Jour 1, on va faire l'intro, on va faire le couplet 1, jour 2, jour 3, et puis tous les jours, on lui envoie ce petit découpage qu'il doit travailler lui de son côté. Ça apporte à la fois une habitude et à la fois une motivation énorme parce que c'est ok, j'ai ma petite surprise du jour, je l'attends, c'est mon petit rayon soleil de la journée, je l'attends impatiemment et c'est comme ça qu'on va créer des élèves qui sont impliqués par juste cette astuce de gamification. Ça va permettre d'avoir des élèves qui progressent beaucoup plus vite. Tu te rends compte qu'en l'espace de quelques minutes, là, on donne des choses qui font que le présentiel il devient, c'est pas qu'il devient obsolète, qu'on soit bien d'accord, le présentiel existe et il existera toujours, mais là, la puissance de ce que tu peux apporter avec du en ligne, parce que tu vas pas aller faire toc-toc chez ton élève tous les jours pour lui dire « Tiens, je te donne la deuxième partie de ton morceau », tu peux pas. Pourtant, c'est ce que tous les enseignants voudraient. Ils voudraient que tous les élèves viennent à leur cours avec la grosse banane, le grand sourire et que tout le monde soit heureux. Alors, c'est parfois le cas et tant mieux, c'est très bien, mais des fois, ça ne l'est pas non plus. Et si on intégrait justement ce système-là en plus pour rendre l'élève moteur et puis se questionnant aussi sur son enseignement, ça serait beaucoup plus dynamique et on se retrouverait avec des élèves très motivés et des enseignants en plus qui prendraient énormément de plaisir à créer des contenus qu'ils pourraient donner à leurs élèves de manière régulière, quoi. Pour ça, je suis très surpris, oui et non, quand je vois les réactions des fois épidermiques de ceux qui ne prônent que le présentiel.
on sent que toute cette dimension de ce que ça peut apporter le en ligne, ils l'ont pas compris. Parce que l'idée n'est pas de tuer le présentiel, l'idée est justement de le valoriser. Tu l'as déjà dit plein de fois. Et les outils en ligne viennent t'apporter une dimension folle. J'imagine très bien, je suis en train de projeter là par exemple mon fils qui est une excellente prof de piano dans son école de musique, mais tu rajoutes ce genre de dimension parce que lui il fonctionne un peu comme moi, il est beaucoup au défi et autres. Tu lui balances ce genre de truc, mais il passe 1 heure par jour sur son piano pour avoir la suite. Alors que c'est rien du tout. Alors que c'est rien du tout, parce qu'en plus, dans le cadre d'une école de musique, d'un prof, on parle pas de quelqu'un qui va le faire pour une seule personne, on parle de quelqu'un qui peut le faire à l'échelle de tous ses élèves sur toutes les années. C'est comme un professeur au collège qui doit préparer ses cours. Là, tu prépares ton truc. Techniquement, il y a des solutions qui sont pas compliquées en 2024. Et tu mets ça en place et les élèves, ils sont contents. Exactement. Bah écoute Fabien, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce sujet-là. Si on fait un petit résumé, la visioconférence faisable, même plus que faisable, à condition d'utiliser les bons réglages et de mettre en place des choses cohérentes dans son organisation pédagogique. Pas privilégier uniquement la visioconférence, c'est pas une fin en soi, c'est un outil parmi tous les outils que l'on a pour enseigner efficacement en ligne. Et ça, c'est le message que l'on veut faire passer aujourd'hui par ce biais-là. Et on a pu voir que c'était le commencement de plein de possibilités pédagogiques à disposition des enseignants pour rendre leur enseignement de la musique beaucoup plus vivant, beaucoup plus attrayant, avec de la gamification et faire en sorte de donner encore plus de plaisir à ses élèves et aussi prendre beaucoup plus de plaisir en tant qu'enseignant. Ouais, j'espère que tout le monde a vu que l'expérience élève et l'expérience prof, avec un peu de créativité et évidemment de petites connaissances que l'on a commencé à apporter, en fait on peut faire des choses formidables qui seront utiles pour l'un comme pour l'autre. Un élève qui progresse, il est forcément heureux, et un professeur, il est heureux comment ? Parce qu'il voit ses élèves progresser, donc en fait tout le monde est gagnant. Faites du en ligne, mais faites-le bien. Exactement, alors... Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur le site Zixschool. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube Zixschool et aussi sur toutes les plateformes. Donc, laissez-nous des j'aime, laissez-nous des abonnements, cliquez sur la petite cloche pour être notifié. Des commentaires, des 5 étoiles, enfin tout ce que... Partagez à vos proches, amis musiciens, que ça peut intéresser. Exactement. Voilà. Écoute, merci à toi encore Fabien d'avoir été présent. Et puis je te dis à une prochaine pour un prochain podcast. Salut Cédric. Salut.